Christine, bonjour et merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté ce principe, non pas d'une classe de maître. Moi, je trouve que le terme est un peu... Oui, ça fait très très peur. C'est ça, mais à moi aussi, hein. À moi aussi. Je trouve que c'est plus le principe d'une conversation. À bâton rompu, on va sauter d'un sujet à l'autre, d'un film à l'autre. Voilà. Je ne vais pas m'essayer à résumer votre carrière qui est magnifique, longue, riche, variée, mais j'ai trouvé que le petit film qu'avait fait Patrick Fabre pour l'ouverture était à la fois très synthétique, très joli, et qu'en plus les trois quarts des gens n'étaient pas au théâtre pour le voir. Donc on va le diffuser avant de commencer. Super. Je suis contente. Donc si on peut envoyer le film, ce petit film, ce serait très bien. Merci beaucoup. Quand vous regardez ça, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je vois le temps passer. Je vois que j'ai beaucoup travaillé. Je fais beaucoup de choses très différentes les uns des autres, que j'ai pris énormément de plaisir justement à tourner tous ce qu'ils appellent les films d'auteur. C'est vrai, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Et ouais, voilà. Et ça commence par Prince. Ça commence par Prince. Comment vous vous êtes retrouvé sur Under the Cherry Moon ? Alors, je jouais une pièce de Marguerite Duras dans un champ en Bourgogne, à Semur-en-Auxois. Et tout d'un coup, je reçois un coup de téléphone d'une directrice de casting. Il dit, Prince, il vient faire un film en France et il cherche les actrices qui parlent l'anglais. Parce qu'il tourne à la Victorine, c'est plus commode d'avoir des actrices locales. Donc voilà, j'y vais à l'audition et tout d'un coup, je vois derrière la caméra une espèce de discussion entre des gens que je ne connaissais pas. Et puis, on me dit, est-ce que vous voulez... audition, je sais pas comment dire, tenter le premier rôle. Eh ben moi j'étais un peu surprise et j'ai dit bien sûr et voilà, the rest is history. Et quel souvenir vous gardez du tournage ? Il était comment le tournage, moi je connaissais rien, hein, mais vraiment rien. Je savais pas qu'il fallait faire la même chose deux fois. Qu'il fallait faire une fois comme ça et une fois de très loin. Ça, je ne savais pas. Oui. Je ne savais pas. Je savais plein de choses. Voilà, c'était décrit dans le scénario. Bon, évidemment, j'étais une actrice très sérieuse qui prenait mes rôles très au sérieux. Et c'était écrit dans le scénario. Elle apparaît nue en haut des marches et voilà. Et donc, je me suis dit avec la costumière qui me donnait une espèce de drap et j'étais censée faire « shtack » avec le drap et dire « bonjour, je suis là ». Et donc, j'ai fait ça, prenant mon rôle très au sérieux et on a fait un scandale. Parce que, évidemment, les Américains, ils n'aimaient pas du tout ça. Ils trouvaient ça épouvantable. Et comment j'ai pu me montrer toute nue mais vraiment, je me demande maintenant. Toute nue comme un verre, devant 400 figurants et tous les techniciens. Donc voilà. Et finalement, ça a changé un peu ? Ça a changé un peu. Que maintenant, je me pose la question, comment j'ai pu faire ça ? Et qu'est-ce qui m'a pris de faire ça, surtout ? C'est vraiment l'esprit d'un enfant de 4 ans. Vous avez noué des relations comme avec Prince, puisqu'en oui. En 2009, il vous a dédié une chanson, Better With Time. Oui. Better with time. Ça veut dire... c'est encore mieux avec le temps. Encore mieux avec le temps, comme le bon vin. Voilà, il m'a dédié une chanson après qu'il avait vu Il y a longtemps que je t'aime. Oui. Et il m'avait vu jouer sur scène. Il est venu voir un spectacle que je jouais sur Broadway. Et voilà, il m'a dédié cette chanson, qui était très, très touchant. Vous l'aviez régulièrement au téléphone ou Non, pas vraiment, mais chaque fois qu'il venait à Paris, on se voyait. Vous vous souvenez quel était votre état d'esprit au moment de Under the Cherry Moon ?
Vous étiez jeune actrice. Comme je vous ai dit, j'étais une actrice très sérieuse qui jouait du Duras dans les champs en Bourgogne. Donc voilà, je prenais très au sérieux mon art, comme il se doit. Et j'étais un peu inquiète par les dialogues que je devais prononcer. Mais je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, c'était une occasion incroyable. C'était vraiment un truc de conte de fées. Bien sûr. Tout d'un coup, d'être... en plus, j'étais folle de Prince. J'écoutais Prince en boucle parce que j'avais un Walkman que quelqu'un m'avait ramené du Japon parce qu'on ne les trouvait même pas en France à l'époque. Et j'écoutais ça en boucle. Et puis tout d'un coup, je suis en train de dîner avec lui. C'était quand même très étrange. Ben oui. Comment vous expliquez que, anglaise, ayant essayé une école d'art dramatique à Londres, finalement, c'est en France que vous êtes venue et c'est en France que vous avez commencé? Alors, j'ai toujours eu une affinité avec la France depuis que je suis toute petite, vraiment petite. Quand j'avais 11 ans, mes parents m'ont mis dans un avion avec un truc autour du cou, là, pour aller faire un échange culturel avec une fille que je ne connaissais absolument pas, n'avait aucun lien d'apparenté, dans une famille en Aubagne, près de Marseille. Près de Marseille, oui. Oui, voilà. Et ils avaient l'air très sympathiques, il était médecin. Je suis allée pour un mois, toute seule. Donc c'était vraiment baptême de feu. Et puis après, elle est revenue chez nous. Et puis ça m'a, je sais pas, ça m'a tout de suite plu. J'aimais les odeurs, j'aimais les supermarchés, j'aimais Sylvie Vartan, j'aimais les balles. Tout ça, ça me paraissait absolument incroyable. Le saucisson avec un verre de vin. Enfin, tout ça, c'était vraiment super. Et voilà, donc ça m'a plu. Et puis quand j'étais adolescente, j'avais rencontré une autre jeune fille avec qui je suis devenue très proche. Et pendant très longtemps, on s'est échangé les voyages. Donc petit à petit, j'ai commencé à prendre toutes mes vacances scolaires, je les passées en France, en Auvergne, et avec cette famille. Et ça me semblait tout à fait naturel quand je me suis fait virer de l'école de théâtre à Londres de venir m'installer à Paris. Pourquoi vous êtes fait virer? Il trouvait que... Parce que, en fait, je voulais changer de parcours et je voulais faire plus l'actrice que le truc que je faisais, et ils ne voulaient pas, et voilà, ils ont déclaré que je n'avais pas de talent et que... enfin voilà, il y avait tout un truc qu'ils regrettent maintenant. Et donc voilà, ça s'est très mal passé et je suis sortie en claquant la porte, très 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 malheureuse, et je me suis trouvée jeune fille au père à Paris. Et un jour, la dame pour qui je travaillais, qui s'appelait Madeleine Pitavi, elle me dit... Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas être fille au père toute votre vie. Et j'ai dit, je veux être actrice. Et je me souviens, quand je l'avais dit, je me suis dit, oh là là, c'est ridicule, je veux être actrice, je dois l'admettre, je veux être actrice, c'est affreux, c'est honte. Et au lieu de faire ce que tout le monde m'a dit, mais non, tu n'arriveras jamais, c'est trop difficile, c'est pas fait pour tout le monde, il faut avoir beaucoup de talent, toutes ces choses très négatives. Elle m'a encouragée, probablement parce que j'étais pas sa propre fille, donc elle pouvait, et elle m'a encouragée à aller passer le concours de la rue Blanche. C'était une école de théâtre qui se trouvait rue Blanche. Et c'était une très bonne école, c'était une école nationale, donc voilà, il y avait un grand concours pour y entrer, et j'ai réussi le premier tour, le deuxième tour arrive, je dis oh non, c'est pas la peine, j'irai pas, elle me chope par le poignet, elle m'amène en bas, elle un taxi, elle file 50 balles au chauffeur de taxi, elle me dit amenez-la à rue Blanche. Et voilà, et je suis allée là-bas et j'ai réussi le concours. Ouais. Et voilà. Et à ce moment-là, vous pratiquez très bien le français, tout ça? Non, j'étais tellement timide que je n'osais pas parler, donc j'ai fait beaucoup de mimes pour ma première année. Oui, mais quand arrivent les premiers films qu'on a vus là... oui, par alors exemple... la première fois que j'ai dû dire une phrase
Jean-Pierre Mocky. J'étais encore étudiante, je crois, à l'époque de Jean-Pierre Mocky. Je crois que ma première phrase, c'était pour un téléfilm, et j'avais « Votre train est à 2 heures, monsieur ». Et je peux vous dire que je le donnais avec une telle conviction. J'étais vraiment « Votre train est à 2 heures, votre train est à 2 heures, votre train est à 2 heures ». Enfin, j'ai fait plein de choses comme ça. Mais et j'étais très contente. Justement, c'est quand même une gymnastique particulière quand sa langue maternelle est l'anglais et qu'on joue en français. Non, pour vous, vous voyez pas de différence? Parce que dans le document... C'est très bizarre parce que parfois j'ai beaucoup de mal à m'exprimer en anglais et en français aussi. Donc j'ai autant de mal à dire les choses que je veux dire dans les 2 langues. Donc c'est vraiment pas une question de vocabulaire, c'est juste m'exprimer, c'est difficile. C'est pour ça que j'aime m'exprimer en tant que quelqu'un d'autre, avoir un texte déjà préétabli par quelqu'un qui... Et voilà, c'est pour ça que je suis plus à l'aise à dire des choses importantes à travers un personnage que moi toute seule. Mais dans le documentaire qui a été présenté ici sur Marie-Lou Marini, qui est une grande actrice de théâtre, qui est argentine, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière en France, elle dit quand c'est pas sa langue maternelle, on change, on place pas la voix au même endroit, ça change même presque la manière de bouger. Oui. Est-ce que vous ressentez ça aussi ? Alors moi, je ne le ressens pas, mais je suis sûre que les autres le remarquent. Mais je ne le ressens pas tellement, non. Et pardon de cette question un peu privée, mais vous rêvez en français ou en anglais ? Ça dépend du sujet. Mais Polanski m'a dit ça. Je lui ai demandé en quelle langue il rêvait. Il m'a dit si c'est un projet anglais, je rêve en anglais. Oui. Si c'est un film en français, je rêve en français. Si c'est un film en polonais, je rêve en polonais. Oui, et vous, c'est pareil ? Oui, sauf que je ne parle pas polonais. Mais non, là, tout à l'heure, j'étais en train d'envoyer un texto à mon fils. Et parce que j'avais du français autour de moi, je l'ai envoyé en français. Et c'était même pas mon fils, c'était mon assistante anglaise, et je lui envoie un message en français. Alors, c'est parce que c'était dans l'air, le français était dans l'air. Donc voilà. Donc vous commencez votre carrière en France, arrive Lune de Fiel de Roman Polanski, et c'est grâce à Lune de Fiel et à Hugh Grant que vous allez faire 4 mariages et un enterrement. Oui. Hugh m'en a parlé, il m'a dit il y a un truc qui est pas mal pour toi là. Alors je l'ai lu, j'ai dit c'est formidable, je veux jouer Fiona. Et au départ il voulait pas de moi et j'ai dû aller faire je sais pas combien d'auditions, voilà. Mais à la fin ils m'ont pris. C'est bien. C'était un très beau rôle d'ailleurs. Oui, très beau rôle. C'est un très beau rôle. Et vous attendiez à ce que le film ait cette pérennité-là ? Non. Aujourd'hui, c'est encore un film culte quand même. Incontournable. Mais non, je n'avais aucune idée. On ne savait pas. C'était un tout petit film avec un tout petit budget, avec plein de gens. Personne n'avait fait ce genre de film avant. Non, c'était une grande surprise. Mais je savais que Hugh était très, très, très drôle et qu'il y avait beaucoup de charme. Donc, on sent qu'il va se faire aimer. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Et vous aviez un très beau personnage ? Oui, j'avais ce magnifique personnage de quelqu'un d'un peu triste, qui n'arrive jamais à avoir ce qu'elle veut, qui est très secrète. Et voilà. The Guardian, le journal anglais, a dit qu'à partir de là, vous étiez l'incarnation du désespoir élégant. Vous trouvez que ça vous va bien ? Je sais pas. Oui, peut-être. Vous le prenez pour un compliment ? Je sais pas. C'est joli quand même, l'incarnation du désespoir élégant. Oui, mais attendez, j'ai 56 seulement. J'ai 64 ans, je pense qu'il faut passer à autre chose. Oui, bien sûr, mais là, on parlait de cette époque-là, oui, peut-être, oui. Mais ça m'a collé à la peau, ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, comme l'a dit Patrick dans son commentaire, 4 mariages vous ouvrent les portes d'Hollywood. Et là, vous vous interrogez vraiment sur est-ce que je reste en France ? Est-ce que je pars à Hollywood ? Est-ce que je m'installe ? Est-ce que je fais des allers-retours ? Est-ce que je deviens une actrice, entre guillemets, d'Hollywood ? Oui, ce n'était pas tellement le côté Hollywood, c'était vraiment le côté est-ce que j'avais envie de quitter
la France. Est-ce que j'avais envie d'élever mes enfants aux États-Unis? Parce qu'il y avait cette possibilité à l'époque, parce que mon mari avait la possibilité, lui aussi, d'aller travailler là-bas, mais on a pris la décision à deux de rester en France et de rester une famille française. Donc, j'ai réussi à faire quelques films américains, mais chaque fois que je faisais un film en Amérique, bon, c'est des sublimes films. Hein. Le film de Robert Redford, le film de Sidney Pollack, c'est vraiment Anthony sublime. Minghella, oui. Anthony Minghella, mais c'était tourné, c'était plutôt européenne, cela. Mais chaque fois, ça prenait vraiment 6 mois de ma vie. Et 6 mois de ma vie éloignés de tout, c'était trop pour moi. Donc, c'était un choix c'était pas du tout un calcul de carrière. C'était un choix de famille. Et vous l'avez regretté parfois? Oh oui, non. non, j'ai regretté peut-être une fois, il y a un truc que j'aurais dû vraiment faire, que je n'ai pas fait parce que je venais de terminer un truc très très long et j'ai dit non à quelqu'un et c'était une erreur, je pense. Non, je ne dirais pas ce que c'est. Comment voulez-vous que je vous pose pas la question? Non, mais je ne peux pas parce que c'est désagréable pour la personne qui l'a fait, etc., etc., etc. Non, mais en tout cas, c'était un énorme film. Qui a eu beaucoup de succès. Mais j'ai fait plein de choses à la place. Parce qu'il y avait aussi ce problème, c'est que là où j'étais, je ne faisais pas peur. Donc, les gens pouvaient me proposer des choses un peu en dehors du circuit d'actrices stars, comme ça. Et je suis sûre que si j'avais été à Hollywood, si j'avais fait plein de films comme ça, personne n'aurait osé me faire des films comme ça. Ah ouais. J'aurais jamais fait le film de Lola Doyon, j'aurais jamais fait le film de Catherine Corsini. Parce que j'aurais été en orbite sur un autre truc. Une autre planète, oui. Carrément. Oui. Voilà ce que je pense. Bon, on ne saura pas quel est ce film. Quand Robert Redford vous appelle pour L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, ça se passe comment? Déjà, quand Robert Redford vous appelle, ça fait quelque chose. Hein. Surtout, je n'oublierai jamais la tête de mon ex-mari. It's Robert Redford. On était en train de dîner. Il vous a appelé à Paris? Oui, il m'a appelé à Paris. Et voilà, je suis allée... Et il vous a dit quoi? Pourquoi il avait envie de vous? De vous diriger et de vous avoir... Alors là, je sais pas, parce qu'il me trouvait bien. Je sais pas. Parce qu'il avait envie d'avoir quelqu'un... Enfin, je crois vraiment parce qu'il aime beaucoup les acteurs. Oui. Et il avait envie de jouer avec moi. Il avait envie de me mettre en scène. Et j'avais le vent en poupe pour tout ce qui est financement, etc. Donc, je cochais toutes les cases. Et puis, il avait vraiment sincèrement envie de faire quelque chose avec moi. Je crois. Bien sûr. Et le film est très réussi. Le film est magnifique. Et là encore, c'est un film qui existe vraiment et qui n'a pas vieilli. Enfin, évidemment, la mode, etc., ça a vieilli un peu, mais les sentiments, les choses comme ça... Les rapports entre les personnages sont magnifiques. Oui, les rapports sont magnifiques. Quel type de metteur en scène il est et quel type de partenaire il est? Alors, c'est très drôle parce que la première partie du film, on l'a tournée dans l'Est de l'Amérique, dans la upstate New York. Et il était il donnait beaucoup de directions, c'était vraiment très gentil, très attentif, Et dès qu'il a commencé à jouer, il avait le trac. Ah oui. Et moi, j'ai vu Robert Redford trembler. Ah, c'est vous qui l'avez fait trembler. Non, je pense qu'il avait, je sais pas, il avait le trac. Ah oui. Et j'ai trouvé ça très émouvant de voir cet immense bonhomme de cinéma. Il incarne le cinéma des années 70 qui tremblait encore devant la caméra. Et ça m'a donné de l'espoir pour toujours, ça.
Et qu'est-ce que vous attendez d'un metteur en scène en général? Qu'est-ce que j'attends de lui? J'attends qu'il me... Enfin, ce que j'aime, c'est qu'il me demande de faire des choses que je ne sais pas faire. Et il me demande de faire des choses... Il me demande de dépasser mon zone de confort, comme on dit. Et c'est assez rare, parce qu'en général, vous êtes engagé parce qu'on sait que vous pouvez livrer ce que le film demande. Et si on vous engage, c'est que vous avez déjà fait ce genre de choses et on sait que ça va être de bonne qualité, etc., etc., etc. Il n'y a pas de risque. Mais j'aime bien quand ils prennent des risques. Comme Sally Potter dans le film qu'on a vu là, ou Catherine Corsini, ou enfin, voilà. Oui. Et qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire? La confiance. J'attends qu'il a un sens de l'aventure, qu'il est capable de chercher partout, de jamais dire la phrase de la même façon. Ça, j'aime pas. J'aime bien quand ça change, j'aime pas quand ça improvise, et je déteste quand il y a beaucoup de au milieu, parce que je ne sais jamais quand est-ce qu'il faut intervenir. J'avais Maggie Smith qui faisait ça à un moment donné, on travaillait j'ai fait 4 films avec Maggie Smith. Et Maggie Smith, à un moment donné, il y avait une jeune actrice qui parsemait son texte de des trucs comme ça, et elle dit à la jeune fille, elle me dit, quand vous avez terminé votre phrase, vous faites comme ça, je sais qu'il faut que je commence la mienne. Justement, vous parlez de Maggie Smith. Quand vous avez débuté comme actrice, est-ce qu'elle faisait partie des actrices qui pouvaient vous inspirer, Complètement. C'est reste encore une de mes actrices préférées. Elle a un sens du timing absolument exquis, elle a un sens du physique, du port de tête. Enfin, elle est magnifique. Et puis, elle est très, très drôle et très surprenante. Il y a d'autres actrices qui pouvaient vous inspirer à l'époque, quand vous aviez 20 ans Et puisque vous étiez en France, est-ce qu'il y avait des actrices françaises qui pouvaient vous inspirer? Oui. Non, il y a toutes. Je me souviens, un des premiers films que j'avais vu ici, c'était Le Mépris. Oui. Et je trouvais que Michel Piccoli était juste un truc de... Je ne comprenais pas comment il arrivait à faire ça. J'aimais beaucoup les actrices, comme à l'époque, il y avait beaucoup de films avec Romy Schneider, il y avait beaucoup de films avec Catherine Deneuve. Enfin, c'était vraiment... il y avait toutes ces espèces de déesses de cinéma qui étaient très, très, très impressionnantes. Et ça vous inspirait aussi? Ça vous encourageait à poursuivre dans cette voie? Je ne sais pas si c'est encouragé, mais c'est vraiment... inspirant? Oui, c'est comme un idéal. Ça se dit, ça? Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. Vous parlez de Piccoli, vous avez quasiment fait vos débuts au théâtre. Oui, c'est vrai. En plus de Yes de Marguerite Duras dans le Chant de Bourgogne, vous avez quand même fait vos débuts au théâtre à Paris, au Théâtre des Amandiers, à l'époque dirigé par Chéreau. Dans Terre étrangère avec Michel Piccoli. Quand même, quand on débute... Avec Michel Piccoli, Bulogier et Jean Reno. Et Jean Reno dans un tout petit rôle. Petit rôle à ses débuts. Mais justement, quand même, quand on débute vraiment à peine et qu'on se retrouve sur la scène des Amandiers avec Michel Piccoli, on a le trac ou non? La première fois que je suis arrivée ce jour-là, j'avais pas envie d'y aller, je suis trop nulle, etc., etc., etc. Et donc, j'arrive au théâtre, tremblotante, et je rentre par la pièce du fond, et tout d'un coup, Luc, il fait « Ah, toi, viens là !» Luc Bondy, oui, le metteur en scène. Il me donne le texte et il me dit Bulle, elle est malade, va donner le réplique à Michel Piccoli. Alors, je me suis trouvée sur scène. J'étais même pas sortie de l'école de théâtre. Et j'avais une feuille avec des phrases que je savais même à peine déchiffrer.
a donné la réplique à Michel Piccoli. Je peux vous dire que ça, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout faire. On va revenir à L'homme qui murmurait à l'oreille avec des chevaux, mais pour faire un bond en avant, un grand bond en avant, parce que dans le film, il y a Scarlett Johansson, et vous avez réalisé un film l'an dernier, oui. Où elle joue aussi votre fille, oui. Comme elle le jouait aussi, vous avez joué aussi un autre film avec elle où vous étiez sa mère. Oui. Alors là, on pourrait y passer 1h30, mais qu'est-ce qui vous a donné envie tout d'un coup de passer à la mise en scène? Et deux, pourquoi avoir choisi, entre autres, Scarlett Johansson? Il y a aussi Sienna Miller et Emily Bingham. Alors, en premier, la raison pour laquelle j'avais envie de passer à la mise en scène, je pense que c'est une démarche tout à fait naturelle pour un acteur. C'est qu'à un moment donné, on a envie de raconter plusieurs perspectives sur des histoires. C'est que parfois, un seul courant dans une histoire, ça ne suffit plus. On a envie d'expérimenter une chose plus large. Et puis, par envie de raconter une histoire qui m'est très personnelle. Donc, voilà pourquoi. Et Scarlett, parce qu'elle peut tout faire. Et j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait jouer la première femme commandant un porte-avions. Comment faire financer son film? Trouvez-vous un porte-avions? C'était pas donné. Donc, Scarlett a été formidable. Elle a dit oui dans la journée. Et voilà, le film a très, très vite trouvé un budget et on est parti comme ça. Mais en fait, c'est donc la 3e fois qu'elle joue ma fille. Bien sûr. Parce qu'il y avait L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, il y avait 2 sœurs pour un roi. Pour un roi, oui. Et puis maintenant, celui-là, où moi je joue la mère encore, je joue la mère dans l'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui se remarie pour la 3e fois, et elle a 3 filles, et les 3 filles se retrouvent à la maison pour célébrer cette nouvelle union de leur mère, et toutes les 3 sont en désarroi romantique. Et elles sont un peu... elles ont des doutes par rapport à le choix de leur maman. Et elles ne sont pas contentes. Et ça donne des situations rigolo. Vous jouez vous-même un personnage inspiré de votre mère? Oui, on peut dire ça, si on veut, oui. Non, si mais j'ai inspiré de l'histoire de ma mère, de l'histoire de ma maman, oui, parce que ma mère s'est mariée très jeune avec un pilote de chasse et malheureusement il est mort très jeune. Et vous aviez 4 ans? J'avais 5 ans, 5 ans. Et elle était donc enceinte, donc elle avait 3 petites filles et elle était enceinte et cet enfant est né. Elle s'est remariée très vite avec un autre pilote. Elle a eu un autre enfant, et ce monsieur-là, mon beau-père, donc, s'est tué d'exactement la même façon, en avion, pilote de chasse, même genre d'accident, 5 ans plus tard. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu 2 catastrophes et qui a survécu et qui a été une battante incroyable, qui a élevé donc 5 enfants. Et donc, moi, cette histoire-là, je l'ai racontée. Je vais vous dire pourquoi cette histoire est devenue tellement partie de moi. Parce que chaque fois qu'on parle de moi en portrait dans la presse, il y a toujours ce truc qui revient. Et j'avais envie donc de raconter dans mon film ma version des faits. Mais je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai fait le film de Prince, j'étais invitée sur TF1 pour les nouvelles de 13h. Et il y avait Yves Mourouzi. Vous vous rappelez d'Yves Mourouzi? Bien sûr. Avec la cigarette, etc. Et alors, il dit... Et j'étais là pour parler du film de Prince. Et il m'a dit un truc qui m'a vraiment mis très mal à l'aise. Il m'a dit, alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il dit votre papa quand il voit que vous faites un film avec Prince? Et je sais pas, ça m'a choquée. Oui. Ça m'a choquée parce que
d'abord, mon papa n'a rien à voir là-dedans. Je suis une adulte. Enfin, et puis, j'ai trouvé ça très, très bizarre comme question. Parce que je pense que Prince, à l'époque, avait une réputation un peu sulfureuse. Sulfureuse, oui, et il était très sexy, très machin truc. Et puis, c'était peut-être une question tout à fait justifiée, mais j'étais très énervée. Alors, comme j'étais très énervée, je lui ai dit en direct, « Je ne sais pas, elle est morte. » Comme ça. Ah oui. Et ça c'est resté. Ah, ça a dû mettre un petit froid. Ouais, ça mettait un petit froid. Il y avait une espèce de panique. Et voilà, donc j'ai gagné mon truc. Mais vous parlez des catastrophes de votre mère, mais c'était aussi des catastrophes pour vous. Oui, évidemment. Et j'ai lu dans une autre interview, qui n'avait rien à voir avec ça, vous disiez à partir de l'âge de 5 ans, je voulais me déguiser, je m'inventais des histoires. Et on peut se dire que le fait de devenir comédienne, c'est une manière de s'inventer un nouveau monde et de laisser le monde réel derrière soi. Oui, je crois que c'est assez évident. Et pendant très, très, très longtemps, là, une de mes forces actrice, c'est que j'ai une facilité, enfin, les gens disent, et non, j'ai une facilité à faire pleurer les gens. Soit d'ennui, soit de vraie émotion. Et je crois que la douleur que je portais, je ne pouvais pas l'exprimer autrement qu'à travers les personnages et dire toujours ces personnages. Quand on voit, par exemple, Fiona, dans 4 mariages et un enterrement, extérieurement, tout est absolument impeccable, mais à l'intérieur, elle est tout travaillée. Et j'avais envie de raconter ça, je pense. Et cette envie-là m'est passée quand j'ai joué, mais vraiment du jour au lendemain, quand j'ai joué à Electre. Ah oui. Comme quoi les tragédies grecques sont très, très, très puissantes. C'est ça? Ah oui. Oui. Ah oui. Oui, donc voilà. J'ai lu dans les commentaires sur votre film, qui va sortir, j'espère, bientôt en France, que Sienna Miller, elle joue une actrice et qu'elle dit, quand on arrive à un certain niveau de notoriété, il y a les hommes qui vous courent après, qui ont le courage de vous courir après, c'est juste des trous du cul. Oui. C'est vous qui l'avez écrite, cette phrase? C'est moi qui l'ai écrite, oui. Je l'assume. Non, c'est un personnage qui est très, très drôle et elle se plante dans ses choix. Mais c'est vrai que je pense que pour certaines femmes qui sont censées être parfaites, qui sont très, très puissantes, il faut être un certain type de personne pour pouvoir avoir le courage de les approcher. Et c'est pas donné à tout le monde, ça. Et leur faire la cour. Oui. C'est quelque chose dont j'ai souffert énormément. Comment vous vous êtes senti sur le plateau derrière la caméra? Ça vous paraissait totalement naturel ou Oui, c'était seconde nature, comment dire, second nature en anglais. C'était vraiment en français, c'est pareil. Par contre, j'ai appris dans la salle de montage, c'est là que j'ai appris la plupart vraiment, ça m'a changé la vie. D'être en salle de montage, ça m'a changé la vie. Pourquoi? Parce que j'ai compris comment faire un film. Un peu trop tard. Non, pas trop tard. Mais voilà. Je crois que pour mon prochain, j'espère qu'il y en aura un, je ferai des choses très différemment. Parce que là, je filmais comme une actrice. Et plus comme une actrice. Et c'est à mi-tournage, j'ai commencé à filmer comme un metteur en scène. Ah. Enfin, je pense. Bien, on verra. Vous allez voir. Après le film de Redford, il y a le film d'Anthony Minghella, Le patient anglais. Non, avant le film de Redford. Avant, oui, pardon, avant. Oui, avant. Il y a Le patient anglais qui pareil, a un succès énorme, qui vous a valu une nomination à l'Oscar. Oui. Et en même temps, j'ai lu une anecdote sur le tournage où Minghella voulait vous faire écrire au milieu de la tempête de sable sur la voiture, il voulait vous faire écrire Love, et vous n'avez pas voulu. Non, j'ai dit non.
Pourquoi? Parce que je trouvais ça trop, c'était trop emphatique, c'était trop... il y avait ce moment tellement délicat, tellement précieux et tellement divin, les deux enfermés dans cette espèce de carcasse de voiture, avec ensablés comme ça, et c'était évident qu'on ne pensait à ça, on n'avait pas besoin de l'écrire comme ça. Ça, c'est votre côté anglais de réserve de retenue. De retenue. Mais parfois, des choses m'échappent. Mais quel souvenir, en dehors de cette petite anecdote, quel souvenir vous gardez du tournage c'était merveilleux. C'était merveilleux. Moi, ça, c'était un projet qui me tenait vraiment, vraiment, vraiment à cœur. J'avais lu le roman et j'étais tombée amoureuse de ce roman. Et j'ai décidé que quand j'ai su que quelqu'un le faisait en film, j'ai décidé que j'allais faire quelque chose dessus, n'importe quoi. Et puis, après, on m'a dit, mais tu veux que je te présente pour Anthony Minghella, parce qu'il fait le... Alors voilà, oui. Mais moi, je me voyais plus dans le rôle de canadienne, québécoise, de l'infirmière qui s'appelle Anna. Moi, je me voyais beaucoup plus dans ce rôle-là que dans l'autre. Oui. Je ne me reconnaissais absolument pas dans le rôle de Catherine Clifton. Ah, oui. Je me voyais comme infirmière, mais pas amoureuse. Une femme sur le concret et pas romantique. Oui. Et j'étais très étonnée quand ils m'ont demandé de faire Catherine Clifton. Mais je n'ai pas regretté du tout. C'était un des plus beaux rôles de ma vie. Jouer les amoureuses comme ça, les grands personnages romantiques, ça fait un bien fou. Mmh. Et puis, ce qui est fantastique, c'est que quelque part, vous représentez tous les idées romantiques de tout le monde. Enfin, le nombre de personnes qui sont venues me voir, me dire oh, j'ai vécu une histoire d'amour avec ou dans le désert, ou j'étais en je sais pas quoi, ou j'étais mariée, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Enfin, hommes et femmes qui sont approchés de moi en me racontant leurs histoires d'amour, c'était vraiment... C'était très bizarre. Qu'est-ce qui était le plus difficile à accomplir dans ce personnage ? Ah, ça c'est une bonne question. Je crois qu'à l'époque, j'étais quelqu'un de très en colère. Et... Pourquoi ? Ah, ça, je ne sais pas, vous demandez à mon psychanalyste. Non, j'étais très en colère et j'avais du mal à trouver une grâce. Ça va ? Oui. Pardon, je vous écoutais, mais j'avais peur d'être trop long. Après, on va me gronder. Pardon. Non, j'avais du mal à trouver une sorte de générosité. De générosité. Voilà. Pourtant, le personnage est vraiment... Mais je sais, ça c'est parce qu'il y avait un monteur, enfin, et Anthony, il avait un talent quand même. Bien sûr. Et il arrivait à raconter l'histoire divinement bien, mais moi j'étais un peu contre tout, un peu résistante. Je résistais à être malléable, je crois. Ah oui. D'où le nom pour Love. Vous aviez Ray Fiennes comme partenaire. Oui. Vous entendiez bien avec lui ? Super bien, oui. On a fait 3 films. 3 films, oui. Oui. Vous avez même joué sa mère. J'ai joué sa mère ? Oui, enfin, Dickens, c'était pas... Ah oui, non, mais sa belle-mère. Oui, c'est vrai. Non, Qu'est-ce que vous aimez chez lui ? Je sais pas, il est fascinant, non ? Ouais. Je ne sais pas ce que j'aime, sa façon de trouver un texte, sa façon d'absorber le texte et de le ressortir dans le regard, dans les paroles. Je sais pas, il est super, il est très fin, il est très délicat. Mais surtout, moi, ce que j'aime le plus chez lui, c'est de le voir jouer sur scène. Alors, si vous avez l'occasion de le voir sur scène, courez-y, parce qu'il est vraiment... C'est un magicien de la scène. Et voilà, merci. Je vais l'appeler tout à l'heure. Il a eu un peu le même parcours que vous, à un moment donné, décider de passer à la mise en scène, justement. Oui, lui, il a fait 2-3 films. Et puis de se partager entre théâtre et cinéma. Oui. Il n'a jamais oublié le théâtre. Non. Et vous, il y a un moment qui a l'air important dans votre carrière, c'est en 2001, quand Lambert Wilson vous propose Bérénice. Ça fait 15 ans que vous n'êtes pas monté sur scène.
Et je me souviens, à l'époque, vous disiez, ça a changé, ça m'a redonné envie, et surtout, ça m'a montré qu'on pouvait faire ce métier libre. Oui. C'est-à-dire qu'on pouvait marcher sur la scène sans que personne vous dise non, il ne faut pas aller là. Oui, non, mais on peut se mettre debout sur la tête à chanter la Marseillaise, hein, mais personne ne peut vous empêcher. Donc c'est une grande responsabilité vis-à-vis de ses partenaires de scène, vis-à-vis du public qui est là, et le texte, évidemment. Donc vous avez une espèce de contrat avec les gens dans la salle, de raconter l'histoire, mais vous vous sentez beaucoup plus libre. Je sais pas tellement pourquoi. Peut-être parce que c'est dans la longueur. Souvent, on trouve ça dans les films, on fait des prises très très longues. Et on fait des prises de plus en plus longues maintenant parce que c'est digital, etc. Ça peut durer des heures. Les gens aiment beaucoup avoir un élan dans une scène. Pas juste avoir à dire 2-3 phrases, mais avoir vraiment à jouer une scène dans l'espace. Ils aiment beaucoup ça. Les acteurs aiment ça. Et je pense que c'est grâce au théâtre. Chaque fois que je joue au théâtre, j'ai l'impression que je me nourris quelque part. J'arrive le film que je vais faire après une tournée au théâtre je vais être mieux. Je suis plus souple, je suis échauffée. Mais les muscles nécessaires sont préparés. Tiens, on me fait signe qu'il faut que j'accélère, mais... je veux bien qu'on revienne sur le film de Philippe Claudel, justement, où c'est un des rôles vraiment importants, et puis où vous êtes incroyable, parce que justement, dans un registre qui n'est pas toujours le vôtre, et... quel souvenir vous en gardez, vous, de ce tournage? Alors, c'était très, très tendu. C'était un rôle très difficile. Mais j'avais besoin de faire quelque chose de très difficile parce que, comme je vous ai dit au début de cet entretien, si je crois savoir là où on veut m'amener, je n'ai pas tellement envie d'y aller. Oui. Donc, lui demandait des choses... Enfin, ce rôle me demandait des choses qui étaient vraiment différentes de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Je travaillais avec un metteur en scène qui n'avait jamais encore fait de film. Je savais plus sur comment faire des films que lui. Ouais. Mais il y avait j'avais des partenaires absolument incroyables. Et donc, c'était super. C'était vraiment super. Et puis, surtout, ce qui était vraiment... réjouissant, c'est le succès que ce film a eu dans le monde entier. Mais vraiment, si vous demandez aux Anglais de nommer 3 films français, ils vont vous donner Il y a longtemps que je t'aime. Ouais. C'est dingue. Et vous n'avez pas hésité quand il vous a proposé ce personnage, parce que quand même, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une mère qui a tué son fils et qui sort de prison 15 ans après. Donc, 18, oui. 18. Oui, pardon. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Voilà, c'est vous qui étiez, pas moi, donc vous n'oubliez pas. Donc ça peut faire hésiter. Pourquoi je ne sais pas, parce que c'est cruel. Oui, parce qu'il y a une manière de l'assumer, quoi, qui est... Oui, mais c'est ça qui est intéressant, parce que ça existe. Il y a des gens dans le monde qui font des choses épouvantables, et c'est ce qui m'intéresse en tant qu'actrice, c'est de comprendre pourquoi et se mettre dans leur peau et d'avoir une espèce de lien avec eux. Et je trouve que jouer des personnages qui font des choses pas bien ou qui sont méchantes ou qui sont... Ça, c'est un vrai challenge. Et en fait, c'est toujours les gens qui ont l'air... qui ont de la difficulté à être aimés parce qu'ils sont sévères ou parce qu'ils sont... Ça, c'est les gens vers qui je suis... Enfin, les personnages qui m'attirent. Qui vous attirent. Parce que j'ai envie de trouver le côté tendre et j'ai envie le moyen de les faire aimer. J'ai envie de trouver le cœur et la partie aimable. Comment vous aimez travailler vos personnages? Je veux dire, vous relisez le scénario 100 fois, au contraire, vous le lisez une fois et vous le laissez vivre en vous. Non. Comment ça se passe concrètement, en fait? Je lis.
je parle avec le metteur en scène, le scénariste. Et moi, j'aime beaucoup répéter. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça. Au cinéma, c'est assez rare quand même. Ouais. Moi, j'aime bien. Dans les films qui ont compté, il y a aussi Partir, où pareil, c'est un personnage fort qui décide de se réinventer une vie. Oui. Vous avez dit à l'époque que vous aviez eu du mal à oublier ce personnage. Oui. Là encore, c'était une expérience très forte parce que en tournée, il y avait une canicule. On était à Nîmes et tous les jours, s'il faisait 42, on était contents. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment pénible physiquement. Et puis le personnage demandait beaucoup de... C'était très passionnel, ce tournage. Il y avait beaucoup d'énergie. Hein, Laurent? Oui. Mon agent est dans la salle. Et il y avait beaucoup de... À l'image de Catherine Corsini. À l'image de Catherine Corsini. Et il faut être costaud pour faire ça. Et puis à la fin, j'arrivais pas à sortir du truc. J'ai mis une dizaine de jours à plus avoir la tête. Ça me donnait vraiment la tête qui tournait. Enfin, c'était vraiment... mais le film, je suis tellement fière de ce film. Oui, je trouve que c'est une des histoires d'amour les plus jolies que j'ai faites. C'est vraiment... voilà. Je garde un très bon souvenir d'un travail difficile. Ah oui. Et là, c'était amusant parce qu'il y avait 2 étrangers, en fait. Oui. Il y avait Sergi Lopez et vous. Et moi. C'était presque les 2 étrangers qui partaient ensemble contre la France. Quoi. Oui. Et même Bérénice, c'était un joli choix parce que c'est une reine étrangère. Donc ça vous allait très bien. Oui. Mais je fais très bien les étrangers. Mais les Françaises aussi. Hein. Et justement, Bérénice, Racine, vous n'aviez pas hésité? Parce que quand même, non, ça, j'ai pas hésité une seconde. Vraiment, c'était vraiment le... Voilà. Pour certains, j'ai massacré le texte. Pour d'autres, ils ont entendu quelque chose de nouveau. En tout cas, j'ai eu énormément de plaisir à dire l'Alexandra. J'adore ça. Et j'aimerais bien refaire un truc comme ça. Vous êtes... on saute, hein, mais on pourrait passer 24 heures avec vous à vous écouter. Vous êtes en ce moment dans une série qui marche très très bien. Ah oui. Voilà. Ça s'appelle Slow Horses. Alors j'aime bien parce que je suis tombé sur une interview de Gary Oldman qui dit non, mais toi t'es pas slow horses, t'es un cheval de course. Parlons de vous. C'est ça qui... Ouais. Je sais pas pourquoi on me compare à un cheval. Non, c'est une série d'espionnage. C'est une série d'espionnage. Enfin, c'est une série qui raconte les services d'espionnage anglais. Et il y a une partie de ce service qui est les gens qui sont mis au placard. Et c'est très drôle. Les plots, c'est quoi plot? Les intrigues. Les intrigues. Oui. Les intrigues sont intrigantes. C'est vraiment... je vous le recommande chaleureusement et vraiment, vous allez vous régaler. On en est à quoi? À la 3e, 4e? Alors, là, vous allez... Là, ce qui va être sur les écrans, c'est le 4e. Et vous et là, on a tourné le 5e. Et là, je commence le 6e. Ah oui. Est-ce que ça change la manière de travailler une série? C'est-à-dire de porter un personnage aussi long cours que ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un exercice qui est très précis. C'est que vous jouez le même personnage. Et ce personnage a une fonction dans la série, parce qu'on doit savoir oh là là, qu'est-ce qu'elle va dire. Mon personnage s'appelle Diana Taverner. Qu'est-ce qu'elle va dire, Diana Taverner? Et tout le monde attend, tout le monde croit plus ou moins ce qu'elle va dire. De temps en temps, il y a une surprise. Mais sinon, il faut le livrer, ce truc. Donc, parfois, c'est un peu étrange, parce qu'on a l'impression d'avoir joué la même scène, mais c'était dans une autre série. Mais donc, ça demande un autre genre de discipline. Mais surtout, ce qui est vraiment extraordinaire, et j'aime beaucoup, c'est que là, depuis 4 ans, je tourne ça. Je tourne avec les mêmes personnes, les mêmes équipes.
et toujours le même chef-op, toujours le même opérateur. Et les mêmes acteurs. Il y a toujours des acteurs nouveaux qui arrivent à chaque série, mais c'est toujours des gens d'une immense qualité. Enfin, Gary Oldman, Jonathan Pryce. Voilà. Il y avait une fille avant qui s'appelait, maintenant elle est partie, Sophie Okonedo. Enfin, vraiment des gens de très, très, très haut niveau. Vous diriez que la principale qualité de Gary Oldman, c'est quoi ? Il est. Parce qu'il a un look, il a un look incroyable dans la série quand même. Mais il a une façon d'approprier les personnages. Je l'ai vu avec Winston Churchill parce qu'on a fait un film qui s'appelait Les Heures Sombres. Les Heures Sombres. Et vous jouez Clémentine. Je jouais son épouse Clémentine Churchill et lui, donc, il était Winston Churchill. Et là, on a l'impression qu'il incarnait Winston Churchill, même. Les experts en Churchill, et croyez-moi, il y en a plein, étaient complètement persuadés que ces images, c'était vraiment Winston Churchill, qu'on avait trouvé des images jusque-là inconnues. Et je trouve que là, dans ce personnage de Jackson Lamb, qui est absolument répugnant, il faut le dire, répugnant, il arrive à trouver des choses qu'on n'a jamais vues nulle part ailleurs. C'est vraiment impressionnant. Justement, quand vous faites un personnage comme Clémentine, où vous avez joué plusieurs fois des personnages réels qui ont existé, vous vous documentez ou pas du tout? Oui, beaucoup. Vous préférez vous documenter? Et pareil, quand vous avez... Interviewer, regarder des images, les petits morceaux de films. Il y a très peu de films sur elle. Elle avait une voix très haut perchée, par exemple. Donc, les trucs à la radio, il y en a quelques-uns. Enfin, il y a beaucoup d'images, mais pas beaucoup d'enregistrements. Et par exemple, quand vous faites un film comme Elle s'appelait Sarah, vous vous documentez surtout? Alors, Elle s'appelait Sarah, oui. J'avais fait... mais je connaissais beaucoup de ces histoires-là, de toute façon. Mais non, oui, Elle s'appelait Sarah, c'était un beau film, ça. Oui, mais de toute façon... Je me souviens d'avoir vu avec toi, et on était là... Laurent Grégoire, son agent. Grand agent. et on était là dans la salle, et on sanglotait comme les enfants, tous les deux. Et on connaissait l'histoire. Non, mais il y a des tas de films dont on aurait pu parler. Bonitzer, par exemple. J'aime beaucoup. Chercher Hortense ou Petite Coupure. Hortense, Petite Coupure. J'ai adoré tourner avec C'est d'ailleurs avec le... Quand vous quittez Hollywood, le premier film que vous tournez, c'est Petite Coupure de Bonitzer. Donc il y a vraiment un grand écart entre... Mais j'ai eu énormément de plaisir à tourner pour Pascal, qui est très, très, très précis. Chaque virgule doit être respectée. Et il réussit quand même à donner ces acteurs des choses tellement convaincantes et naturelles et drôles, et émouvants et pathétiques. Et enfin, c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Mais il y a plein... En plus, vous montrez, y compris dans le cinéma français, la palette que vous avez. C'est-à-dire, comme le disait Patrick, il y a des comédies... Franchement, quand on voit les images des Cyclades, rien que le look que vous avez, c'est déjà... Oui, ça, c'est aussi quelque chose... Ça, c'était... je crois que ma période clown, c'est fini. Vous pouvez tous... Vous avez des périodes comme ça, comme Picasso, la bleue, la rose... Après Electre, après d'avoir fermé la porte sur la tragédie, j'avais envie de faire le contraire, et je viens de jouer au théâtre un truc complètement dingue. Et moi, justement... Ayant vu tous ces films qu'on a vus cette semaine, parce qu'on a vu, moi j'ai vu 12 films cette semaine, ça m'a redonné envie de m'attaquer à un personnage plus sérieux, avec une vraie problématique que nous avons tous dans nos vies, plutôt que faire le clown. Bon, c'est bien de faire les deux. C'est très bien de faire les deux. Il y a des années, le journal Libération avait fait un hors-série pour un festival de Cannes, et il avait posé la même question à tous les cinéastes du monde entier, quasiment, qui était « Pourquoi filmez-vous » Mais si à vous, je vous demandais « Pourquoi jouez-vous » vous répondriez quoi? Maintenant, avant, je jouais pour pouvoir m'exprimer.
Maintenant, je joue pour comprendre l'autre. Et je joue aussi pour faire to entertain. Pour divertir. Pour divertir, parce que je trouve que le divertissement est très important. Et je ne trouvais pas ça avant. J'avais un peu honte d'être actrice, mais maintenant, j'ai plus honte du tout. Au contraire. Et je sais que c'est très important de se faire raconter des histoires et de se laisser guider ou réconforter ou inspirer ou enrager par des personnages qu'on trouve au cinéma ou au théâtre ou à la télévision, peu importe le médium, mais de se faire raconter des histoires sur notre vie à tous, je trouve que c'est très important. Ça aurait été une belle fin, mais j'ai quand même envie d'en poser encore une autre. On a eu la chance et le plaisir de voir votre fils dans un film. Ah, mon fils. Dans le film de Xavier Beauvois, oui. La Vallée des Fous, oui. où il a un joli personnage. Oui. Et il se trouve que, par les hasards du festival, j'ai dû l'interviewer un petit moment. Ah oui, c'est vrai. Et il raconte l'histoire de son personnage et il dit... il a des rapports compliqués avec son père, qui tient un restaurant, tout ça. Donc lui, il s'en va, il fait le restaurant de son côté, mais il essaie d'échapper au truc de son père. Et puis finalement, le destin fait qu'il revient. Et au moment où il m'expliquait ça, je lui dis, mais c'est un peu la métaphore de votre vie. Vous faites de la philosophie jusqu'à 30 ans, et puis tout pour échapper au de votre mère, et tout d'un coup, vous revenez. Ah oui. Vous l'avez encouragé ou non? Une fois qu'il s'est déclaré, je l'ai encouragé. Avant qu'il ne se déclare pas, je ne l'ai pas encouragé. Mais une fois qu'il a dit, il m'a dit, maman, je veux être acteur. Il aurait pu me le dire plus tôt. Mais voilà, je l'encourage. Je suis super contente de son parcours. Et je sais, c'est tout à cause de moi. Je suis sûre que tout son travail merveilleux, c'est parce que j'ai été une mère extraordinaire. Non, mais sérieusement, ce qu'il fait au théâtre est vraiment remarquable. Et il commence à avoir un très joli parcours au cinéma. Et honnêtement, il m'a bluffé dans le film de Beauvois. Ouais. Et puis, il est très beau. Mais c'est vrai. Vous êtes d'accord avec Stendhal qui disait « La beauté est une promesse de bonheur » ? Vraiment, oui ou non, parfois. Christine, merci beaucoup. La beauté est une promesse d'une possibilité de bonheur, à mon avis. Voilà. Pas tout à fait optimiste. Christine, merci beaucoup. On aurait pu passer 3 heures avec vous. Merci beaucoup. Merci.